Comment allez-vous? Est-ce que vous passez un bon summit? Ouais? Non, vraiment, c'est... Ouais, ouais, ça marche, ouais, wouh! Ouais. Bon, super. Je m'appelle Max. Alors, bon, j'ai une particularité, mon nom de famille est aussi un prénom, donc vous allez m'appeler Thomas dans pas très longtemps et on va tous rigoler. Voilà, c'est un peu une particularité. Jean-Baptiste Guillois, un petit peu plus long. Moi, je suis Solutions Architect et je travaille avec les éditeurs de logiciels depuis 3 ans et demi chez AWS. Je les accompagne dans les usages des services AWS, puis je les accompagne dans leur transformation vers du SaaS, Software as a Service. Voilà. Ravi d'être avec vous et de partager avec Max cette belle session. Et donc moi, je suis le solution architect des sociétés de services qui travaillent avec AWS. Vous savez que bah, c'est dur de faire du cloud AWS et qu'il n'y a pas assez de monde, donc tous les bras sont les bienvenus. Donc utiliser des partenaires, passer par eux, c'est important. Voilà. Alors il y a un petit problème, hein, il y a un petit problème. C'est parce que bah, nous, on s'est présenté, mais au final, vous, on ne sait pas qui vous êtes. Alors on va vous poser des questions. C'est normal, d'accord? Bon, est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle? Yes, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'ils font les autres? Est-ce qu'il y a des ops dans la salle? Yes, bienvenue. Des architectes? Des architectes cloud? Est-ce qu'il y a des architectes d'entreprise? Ah ouais. Yes. Bienvenue, c'est gentil d'être venu. On a un architecte d'entreprise, ok. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des gens de chez Local Stack par hasard? Oui, ils sont au Ouais, fond, énorme. Voilà, super. si vous avez des questions sur Local Stack, ils seront ravis d'y répondre. Euh, tout ceci étant dit, tout a commencé il y a à peu près 1 an et demi. J'ai eu une discussion avec une société de services qui m'a dit, Max, le cloud c'est super. Vous venez, vous les architectes et tout ça, vous prenez les Velleda, vous faites des schémas, vous faites des architectures et tout. Et puis après, bah, vous laissez les clients en position latérale de sécurité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le client, il est super frustré, il se dit, comment je vais faire ce truc? J'y connais rien, je ne sais pas faire d'AWS, je ne sais pas par où commencer, c'est compliqué. Et donc, il m'a dit, moi, j'ai l'habitude, j'ai pris le temps, je suis rentré dans les services, etc. Et franchement, j'ai appris à coder et à développer sur du PHP. Vous dites que Lambda, c'est facile. Vous dites que SNS, c'est facile. SQS, c'est facile. J'entends des gens qui rigolent, mais c'est ça. C'est super, c'est la super galère. C'est super compliqué. Donc, comment est-ce que vous nous aidez? Alors, on fait des efforts, hein. Enfin, vous avez vu les annonces sur la Generative AI, tout ce qu'on fait sur la partie de VS Code, c'est important. On est en train de faire sur ça, de travailler sur ça. La fin de l'histoire, c'est que bah, on fait toujours pas du développement, du vrai développement local, qui répond à bah, ce qu'on développe en local, c'est exactement ce qu'on ship, ce qu'on va embarquer et qu'on va déployer dans le cloud. Donc, moi, je suis un solution architecte. Donc, quand on me donne un problème, bah, ça m'énerve. Donc, j'essaie de trouver des solutions. Hein, vous êtes un peu comme moi, je suis sûr. Non, vous laissez le problème, vous. Super. On va pas aller loin, hein. Bon, allez. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Eh ben, on va travailler sur ça. Alors, Jean-Baptiste, peut-être que tu veux faire un petit disclaimer? Voilà, je voudrais juste être sûr que Local Stack, on n'a pas d'action. C'est Pour l'instant. un outil, un logiciel tiers qu'on a découvert avec nos clients, version communautaire qui marche très bien. On l'utilise aujourd'hui. On va vous parler de cette expérimentation que Max a un petit peu présentée. Et voilà, avec cet outillage, l'expérimentation qu'on va vous montrer permet de tester une nouvelle approche. Et c'est cette approche destinée aux builders qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Vous allez voir un peu en quoi ça consiste. Un truc qui est important, c'est que vous avez le droit d'être pas d'accord, vous avez le droit de dire non, c'est nul, je veux pas l'utiliser, ou au contraire de dire bah c'est super, mais du coup venez nous aider à builder. Voilà, c'est normal. Non? Bon, ok. Donc justement, on a parlé des devs. On a parlé des devs. Vous, dans l'audience, il y a des devs. Vous êtes en train de travailler sur un produit, sur votre application. Vous êtes en train de migrer cette application, de faire du travail pour la rendre plus rapide, plus efficiente, plus performante. Voilà, vous êtes sur cette démarche d'aller vers le cloud ou d'optimiser alors que vous êtes sur le cloud. Vous avez différentes façons de le faire. Max a cité son langage préféré, PHP, pour écrire son super monolithe. Vous avez votre monolithe, il paraît
qu'il y a des entreprises qui ont encore un monolithe. Donc, pour celles-ci, voilà, vous pouvez les mettre sur EC2, sur votre VM. Vous utilisez les services managés AWS, RDS pour votre base de données. Je ne vais pas vous faire un topo là-dessus. Ce n'est pas le sujet de cette session. Donc, voilà, premier cas ou première étape, monolithe vers service managé. Vous avez peut-être aussi déjà un peu conteneurisé votre application. Peut-être des microservices. Voilà, j'ai dit un gros mot, microservices, mini-services. En tout cas, vous avez différents composants potentiellement conteneurisés. Vous les avez mis sur un cluster cube chez vous, on-prem. Vous pouvez le mettre, bien sûr, sur un cluster cube managé, sur EKS, CS. Vous pouvez utiliser du Fargate en mode serverless, on reparlera de ça. C'est quand même quelque chose de plutôt sympa à découvrir. Et puis, troisième étape, potentiellement, les lambda. Max en a parlé tout au début. Les lambda, c'est la promesse, c'est pas mal. On va justement y revenir plus en détail. Là, on est sur une perspective par rapport à ce que vous faites, votre dev. Quand vous le démarrez en local, que vous voulez le finir au final sur le cloud, vous pouvez avoir cette approche-là par rapport à quelle stratégie de migration vous voulez suivre. Mais c'est aussi intéressant de parler de ce code que vous migrez, cette application, comment est-ce que vous allez la moderniser. Alors, Max pourrait me dire, mon monolithe en PHP, je veux le garder, je l'adore, j'aime trop ça. OK. N'y va pas trop fort. Non, bon, d'accord. Casser le monolithe, ça peut être sympa. To break the monolith, on connaît ça. Vous pouvez le refactorer, le moderniser, votre monolithe. La classique Strangler Fig pattern, où vous allez, en décorant votre monolithe avec des services supplémentaires, potentiellement réimplémenter certaines de ces fonctionnalités pour le déployer en conteneur sur EKS, CS. Ou alors, vous pouvez le réécrire, votre monolithe. Comme pour la migration, on peut voir ça comme 3 étapes, ou bien vous pouvez dire, non, en fait, moi, je sais ce que je veux. Mon application sur laquelle je bosse, je veux la réécrire en lambda. Effectivement, elle s'y prête, event-based architecture, exposition d'API. Moi, je veux take the leap. Je veux faire un saut vers l'avant pour prendre de l'avance par rapport à ma concurrence. Je sais qu'il va y avoir un bon fit par rapport à mon application. Et donc, j'ai envie d'aller vers ça. Accessoirement, c'est pas du tout accessoire en fait, mais lorsque vous prenez des fonctions lambda et que vous les mettez en prod par rapport à mettre en prod un monolithe qui fait 1 giga parce qu'il y a un serveur JBoss, Tomcat, Wi-Fi ou autre dedans, votre lambda a un peu moins de lignes de code, elle va être un petit peu plus légère. Moins vous mettez de code en prod, ça peut être intéressant à discuter. Peut-être moins vous aurez de chances d'avoir de bugs. En tout cas, un gros paquet de code, potentiellement pas mal de bugs. Alors, un petit complément et aussi des questions pour vous, parce que c'est une session interactive, comme vous avez vu. Qui travaille en monolithe dans la salle? Ah, d'accord, bah, c'est moins que l'année dernière. C'est bien, C'est bien? c'est bien. Ok. Qui est en train de passer en microservice, de casser le monolithe? Ça va, ça fait pas trop mal? Non, c'est easy. Ouais, d'accord. Bon, très bien, super. C'est le bon move. C'est difficile. Et est-ce qu'il y a des gens qui disent, bah non, nous, on va pas payer les 14 migrations, on repart from scratch et on réécrit tout. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Oui, il y a un monsieur là-bas au fond. Une dame. Deux. J'en ai vu 2. Je vois pas, excusez-moi, avec le flash dans la tête. Bon, super. Bah ça aussi, c'est comment on dit ça, un engagement assez fort, difficile à vendre, je pense auprès des directions, hein, parce que bah, pendant qu'on fait ça, on fait pas autre chose, donc ça peut prendre du temps. Et du coup, c'est quoi selon vous la bonne taille d'un software, puisqu'on en est à parler de taille de trucs. Enfin, la taille compte pas, bien sûr, mais non. Donc, proposons quelques chiffres. Proposons, allez, 1 million de lignes. Voilà. Bah, faut commencer comme aux ventes aux enchères. Non? 100 000 lignes? C'est acceptable, ça? Des gens qui disent oui, d'accord, ok. 100, on dit quoi? 1000 lignes? 1000 lignes, allez. 1000 lignes?
1000 lignes, Ouais, ouais, il y ouais. a des gens, ok. C'est important. Qu'est-ce qui prend le plus de temps à débugger? C'est 1000 lignes de code ou 1 million de lignes de code? Eh, c'est ça, c'est quoi votre retour sur erreur? Bon, suscite de l'animation. Euh, on a mentionné différents services, différentes façons de faire, différentes stratégies pour moderniser votre code. Euh, on est quand même AWS, on est là pour vous, pour les builders, pour les developers. Vous avez quand même un nombre de services, allez, un peu plus de 220, j'ai plus le chiffre exact. Le meilleur endroit pour que vous puissiez builder, déployer, opérer, runner vos applications. Euh, en termes de couverture fonctionnelle, en termes de flexibilité de l'outillage que vous pouvez utiliser, ce que vous faisiez on-prem avec vos jobs Jenkins, par exemple, que vous le fassiez encore une fois avec Jenkins ou avec d'autres, un code pipeline, un code build et autres, vous avez un outillage ouvert et interopérable. Tout ceci qui vous permet, que vous pouvez utiliser avec une expérience de dev, la fameuse DX, la développeur expérience cloud unifiée. Alors, pour faire tout ce dev que vous êtes en train de faire, il y aura forcément une appli web dans le train, une API, une appli web, une appli mobile. Je vais juste mentionner 3 solutions, 3 choix possibles pour réaliser cette application web ou alors mobile. Alors il y a SAM, Amplify et le Serverless Framework. Qui c'est qui a déjà utilisé SAM? Ouais. Amplify? Moins. Serverless Framework. Hein. Je ne parle pas de la techno. Ok, super. SAM, donc vous le savez, pour ceux qui l'ont utilisé, voilà, vous avez grosso modo un fichier centralisé qui vous permet de définir les différentes ressources de votre application, les fonctions, API, API REST, GraphQL, les autres ressources AWS. C'est de l'infrastructure as code, c'est ce qui vous permet de définir l'infra de votre application et de déployer cette stack. Associée à SAM, vous avez un outil en CLI pour itérer, faire du dev, faire du déploiement, du packaging et autres. Assez simple comme outil qui s'appuie derrière sur du cloud formation. On pourra y revenir un petit peu après. Autre type d'outil, Amplify, un outil qui va vous permettre d'adresser un champ plus large en fait, d'activité durant votre cycle de dev, le développement proprement dit de votre application, avec un ensemble de librairies à la fois pour vous interconnecter, vous intégrer avec les services AWS, mais aussi des librairies de composants natifs, React, Vue, en Angular et autres. Un studio pour être capable de définir votre application, de la configurer, de la designer graphiquement. Certains d'entre vous peut-être ont déjà utilisé un Figma, l'outil pour le design pixel perfect des pages. Il n'y a pas si longtemps, on avait annoncé cette intégration. La CLI, encore une fois, configurer votre appli, faire du build, faire du deploy. Et puis la particularité quand même d'Amplify par rapport à d'autres frameworks, c'est cette capacité à héberger votre chaîne d'intégration continue, votre chaîne CI/CD, ainsi que la partie web pour le run, votre appli SPA classique dans un bucket S3 exposé par du CloudFront. Et puis la dernière option que j'ai juste listée ici, parce que c'est ce qu'on a vu avec Max, utilisé par nos clients, par vous, le Serverless Framework, où vous avez un fichier central qui reprend un petit peu comme un cloud formation avec SAM, qui reprend tous les services, toutes les fonctions définies dans votre appli, des liens vers des ressources externes avec des fragments cloud formation, et puis pareil, une CLI pour builder, itérer et faire du deploy. Alors ça, c'est bien. On a 3 options pour faire du dev. Vous avez un catalogue de services AWS assez impressionnant.
Mais en fait, comme disait Max au début, mais en fait, c'est pas si simple. Vous avez 2-3 services, hein, on l'a vu. Vous avez une CLI ici, une CLI pour faire autre chose, une troisième CLI. Et puis alors, si vous avez un outil tiers, vous en avez encore une autre. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses à connaître, ça fait beaucoup de choses à maîtriser. Lorsque vous faites de votre dev, alors, il faut lancer ça, après ça, après ça, après ça. Est-ce que certains d'entre vous, par exemple, ont déjà eu une expérience, enfin, ont eu à changer un peu le code de leur lambda lorsque vous faites du debug? Là, il code parfaitement. Voilà, Bah, d'accord. il- Moi, j'ai eu cette expérience, Max aussi, nos clients aussi. Des fois, il s'avère nécessaire de modifier un petit peu le code pour pouvoir faire du debug. C'est pas complètement fluide comme process. C'est ce qu'on disait au début. What you build is not what you ship. Ce qu'on construit, c'est pas forcément ce qu'on déploie en prod. Et puis alors, j'aimerais juste une dernière question, parce que je sais qu'on pose beaucoup de questions. Si, avec le CDK, qui a déployé sa stack en moins de 1 minute? Ah, j'ai entendu. Quoi? Derrière, je crois. Hein. Ouais, voilà. Donc, c'est Là, des fois un peu alors, lent. or, c'est des cas bootstrap, hein, qu'on soit Alors, d'accord. c'est des cas Bootstrap, Hein. oui, merci. Voilà, c'est des fois un peu lent. C'est pour ça qu'on a mis une tortue. Hein. C'est des fois un peu lent, c'est des fois un peu lourd. Ça veut pas dire que ça ne marche pas, mais voilà, concrètement, quand on est confronté au déploiement sur son poste local pour faire du dev, ben, c'est pas si simple. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, mais il y a un truc à faire, quoi. Il y a clairement un truc à faire. Et on va vous montrer de façon plus détaillée cette expérimentation que l'on a déroulée. Alors, travaillons en local. Donc, vous allez tous venir chez moi. C'est sympa. Donc, une pile applicative locale, il a fallu définir finalement bah, un premier projet. On s'est dit qu'on allait faire une appli qui fait une to-do list. Hein, je veux dire, c'est le Hello World de l'appli web. C'est classique. On veut faire quoi? Du CRUD. Donc, créer des éléments, les lire, me faire des mises à jour, les supprimer. J'ai été feignant, j'ai pas fait la mise à jour. Mais bon, ça viendra dans une deuxième version. L'idée, c'est d'utiliser donc la technologie, le produit qui s'appelle LocalStack, qui permet d'être par-dessus Docker, d'utiliser des conteneurs pour simuler finalement une plateforme AWS qui est disponible localement. D'accord? Donc ça vient pas tout seul. Donc là, à gauche, vous allez avoir ici sur cette partie-là, c'est sur le poste, et à droite, c'est la plateforme AWS telle que vous la connaissez. Pour faire ça, on va donc... ah oui, tu as même traduit application de gestion des tâches. Voilà, donc to-do list, moi je préfère, ça va plus vite. Sur le front-end, on a une petite stack assez classique, React plus Next.js plus de l'Axios pour faire les calls. Ça va, ça parle à tout le monde? Yes, oui, bon. Deuxième partie, le back-end, on va faire du TypeScript avec ESBuild. Ça parle à tout le monde, ESBuild? Non? ESBuild, c'est la vie. Il faut utiliser ESBuild. C'est trop bien, ça va trop vite. Ça package tout, ça zip, ça minifie et ça met tout ça dans un seul fichier JS que vous allez pousser après dans vos lambdas. D'accord? Donc c'est trop bien. Utilisez ça plutôt que d'envoyer des packages. Oui, tu rigoles, mais oui, c'est comme ça. Donc je vous filerai le code, il est là, hein, il est dispo. Utilisez-le, prenez-le, modifiez-le. Enfin, faites quelque chose de magnifique avec, s'il vous plaît. Et la dernière partie du CDK. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette stack, à votre avis? Oh, non? Pas une petite idée? C'est pas en PHP. C'est pas en Non, PHP, mais oui, ça c'est vrai. C'est pas alors, il y a un autre truc. Bon, PHP c'est un sujet, mais Ruby, c'est pas en Ruby non plus. c'est pas en Donc, Ruby voilà. non plus. Donc, Ni Java 8. Hein. C'est pas mal aussi. Ça. en fait, c'est que bah, c'est monorepo, approche monorepo, avec en fait tout en TypeScript qui permet de générer du JavaScript derrière. D'accord? Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont contre. Là, au moins, on n'a besoin que d'un seul bonhomme. On lui apprend à faire du TypeScript. Hein. On prend un jeune bien câblé, un ou une jeune d'ailleurs, bien câblé qui sort de l'école. Et on lui dit, bah maintenant, tu peux tout faire puisque tu es autonome, tu es full stack allant jusqu'à l'infra AWS. C'est une opinion, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi.
Concrètement, cette architecture cible, et elle va se dérouler comme ça. On va avoir... Alors, attends, je suis où? Ici. Donc, on va avoir un folder avec donc, toutes les lambdas qui seront déployées dedans. On va avoir notre single page application qui sont dans un autre folder. Pardon. On va avoir un CDK. Dans le CDK, en fait, dans le dossier de CDK, on va avoir du coup ici les références à ces deux dossiers. Et c'est CDK qui, à travers la CLI, va déployer toutes les ressources. Et donc après, ben, on aura un DynamoDB pour stocker nos éléments de to-do list, notre Lambda, notre API Gateway, du S3. Là, je suis désolé. Donc, j'avance un petit peu sur ce qu'on voudrait avoir et qui simule finalement tout ceci, mais en local. Je suis désolé. On va avoir le même back-end folder avec nos lambda, notre SPA. Notre SPA, est-ce qu'on a besoin, notre single page application, pour les gens qui font du front-end, est-ce qu'on a besoin de la mettre dans un Docker pour y accéder? Non, merci. Donc on ne va pas faire ça quand même. On va externaliser cette partie. Donc ça, c'est un Node.js classique qui est à l'extérieur. Et sur cette partie-là, ben, on va utiliser CDK local et l'AWS local pour la CLI, qui sont deux outils qui sont fournis par LocalStack, qui permettent de finalement mettre la compte ID et la région pour que ça tape sur l'outil LocalStack. Ça va? C'est clair? On est content? Est-ce qu'on est content? Oui, on est content. Il y a des gens très contents devant. Alors, eh ben, allons-y, je vous montre un peu comment ça tourne, parce que là, on a vu le papier, mais je vous montre comment ça tourne. C'est là que je vois si ma démo fonctionne. Donc, VS Code, j'ai fait un check-out du projet que je vous ai mis, le repo qui était cité juste avant. On va avoir sur la gauche ici plusieurs répertoires. On va avoir front-end, lambda, donc lambda c'est notre back-end, front-end ça va être le front-end, hein, n'est-ce pas? Et CDK, on va mettre l'infrastructure. Dans la partie SRC ici, on va avoir, c'est un projet classique de Next.js. Voilà. Ensuite, dans la partie, donc on va avoir une application avec les CSS, etc., enfin toutes les ressources front. Et dans la partie CDK, on va avoir donc CDKTS, pardon, et du coup la lib dans laquelle on va définir notre stack. Donc là, j'ai ouvert ma stack concrètement. Donc une stack, c'est quoi pour ceux qui n'ont jamais fait de CDK? C'est du TypeScript. Dans le TypeScript, on va hériter en fait de ce qu'on appelle des constructs. Donc là, j'ai un CDK stack et je lui donne un nom, une classe, et je crée mes ressources dedans. Et en fait, lorsqu'on va lancer CDK, on va synthétiser le CloudFormation qui correspond à ce qu'il y a dans ce fichier-là. D'accord? Donc vous codez à l'ancienne, normal. Je dirais pas jusqu'à dire du PHP, mais ça vous permet du coup d'avancer et d'avoir toutes les ressources. Donc là, j'ai mis des lambdas. Je suis désolé, j'ai une quinte de tout. Et donc du coup, on va avoir différentes fonctions. On va avoir là, j'ai choisi du Node.js. On définit tous les paramètres comme vous le feriez finalement dans la console ou dans votre CloudFormation, dans votre Terraform. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir, merci beaucoup, une REST API, ce qui va aller charger, en fait, qui va faire le lien, qui va intégrer, avec une lambda intégration ici, votre lambda que vous avez défini. D'accord? On crée le Lego de la lambda, on met le code c'est du code local. Truc super important, et j'en ai pas parlé, mais c'est une feature de LocalStack qui s'appelle le Hot Reloading Bucket, ce qui fait qu'en fait, vous n'avez pas besoin de rejouer le CDK à chaque fois que vous modifiez votre code. Et donc là, ça c'est le truc un peu magique, et il faut le dire, c'est qu'on est proche de l'expérience du F5 du PHP. Vous modifiez un fichier, vous faisiez F5 dans le navigateur, c'était changé. Et bien là, on en est au même niveau d'expérience. Voilà, donc du coup, là je suis parti où? Dans le lambda, donc là sur la partie back-end, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va utiliser ESBuild. ESBuild, c'est un compilateur de TypeScript.
Donc ce qu'il va prendre, il va prendre un fichier type-C, puis il va résoudre toutes les dépendances, il va concaténer tous les fichiers dont il a besoin, il va tout réécrire, minifier, et zipper ça dans un fichier JS, en prenant en compte les cibles que vous lui avez données. Et surtout, c'est qu'il est méga, méga rapide. Il y a un écart entre Webpack et ESBuild. Vous avez un écart d'à peu près 20 en termes de fois de rapidité. Donc c'est vraiment, vraiment super rapide. De la lambda, vous avez pas normalement, vous n'avez pas besoin de beaucoup de dépendances. Il y a une personne qui dit qu'il fait des lambdas de 1000 lignes à peu près. Normalement, il n'y a pas beaucoup de besoin de dépendance. Donc ça vous aide à aller très très vite. Et du coup, je vous montre du coup le code de la lambda ici. Donc c'est en fait, on va avoir dans le code de la lambda l'ensemble des fonctions. J'ai créé une petite fonction qui va faire des scans sur notre base de données. Alors c'est pas, enfin, c'est juste pour démontrer le truc. Si vous voulez rentrer vraiment dans DynamoDB, il faut faire des queries, etc. Mais juste pour tester, vous verrez que c'est assez facile finalement d'écrire du code qui permet du code de back-end en fait qui s'interface avec les briques et les Lego d'AWS, notamment sur la partie SDK. Et la dernière partie qui est le front-end. Donc là, j'ai utilisé le framework Next.js. On peut utiliser ce qu'on veut, hein, vous faites ce que vous voulez. C'est juste pour démontrer le point. Et donc dans Next.js, on va avoir des layouts avec des pages. Et dans les pages, on va avoir concrètement un truc qui est très simple. C'est qu'on va avoir un petit peu de code au départ JavaScript. Et après, on va avoir, donc là, pas de... c'est du TSX hein, cette fois-ci, et on va avoir du code HTML avec l'ensemble des données qui vont permettre, notamment à la fin, ici on le voit, de boucler sur les éléments qu'on aura récupérés. Donc tout au début, on fait les appels à l'API pour récupérer les éléments. Donc l'API transmet à la lambda appelle Dynamo, Dynamo renvoie à la lambda renvoie à l'API, et ça arrive dans la page HTML. C'est bon? Et tout ça en local. Enfin, vous n'avez rien développé, vous n'avez rien déployé dans le cloud AWS. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous utilisez du compute pour développer, vous n'avez rien payé à AWS pour faire la même chose en local. Enfin, ils vont se remettre, je pense, comme moi avec mon verre d'eau. Deuxième partie, bon là ça c'était facile, c'était comment est-ce qu'on construit la stack. Maintenant, comment est-ce qu'on déploie? Oui, parce que donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler, je vais démarrer local stack. Donc local stack va me démarrer un serveur principal et en fonction des actions que je vais faire avec local stack, ils vont démarrer d'autres petits conteneurs. Donc en fait, c'est toujours fit par rapport à la mémoire. Vous n'allez pas vous retrouver un truc où ça va lancer 250 conteneurs finalement d'un coup. Là, si vous utilisez du DynamoDB, il va vous lancer le conteneur spécial, un sous-conteneur qui permet de faire du DynamoDB. Il y a du coup en ligne de commande, vous utilisez CDK local, c'est un wrapper du CDK officiel d'AWS qui va positionner deux éléments, la compte ID pour être à 0000, etc. et la région pour que ce soit US East 1. D'accord? Donc quand vous utilisez CDK local, vous ne vous plantez pas parce que ça va toujours être au même endroit, ce sera forcément local. Sinon, si vous vous plantez, vous envoyez un truc en dev directement en prod. Enfin, si vous avez les droits. Hein. Donc faites pas ça. Donc je fais un CDK local bootstrap, puisque c'est juste un wrapper. Donc il va faire un CDK bootstrap en précisant la région US East 1 et la compte ID 0000, etc. Donc on l'a vu là. Hop, ici, vous voyez. Et du coup, il m'a créé toutes mes ressources d'un bootstrap classique. Et c'est comme ça. 9 secondes. C'est bien, 9 secondes? On est content? Okay. J'ai pas un super ordinateur. J'ai pas un M1, quoi. J'ai un Mac d'ancienne génération. Deuxième sujet, c'est que vous pouvez faire un CDK local Sint pour générer du coup votre CloudFormation. Donc là, on le voit ici. Et vous pouvez aussi voir ce qui va être envoyé dans le CDK out. Vous pouvez voir directement le template JSON qui a été généré. Et là, vous vous rendez compte que il a généré 600 lignes de code.
Donc vous avez fait un petit fichier, ça c'est la petite pub pour CDK, mais vous avez fait un fichier, vous avez fait une trentaine de lignes de code, il a généré plus de 600 lignes de CloudFormation. Ok, et on retrouve bien nos petits, donc on a bien une REST API, et il a généré tout ce qui est nécessaire finalement pour faire une REST API, c'est-à-dire les stages de déploiement, les paramètres, gérer le CORS, parce que ça c'est le truc le plus dur à faire, hein, je pense, quand on fait une REST API. Et voilà. Dernière étape, on va déployer, donc une fois qu'on a synthétisé. Donc là, comme c'est la première fois, on a un comportement qui est exactement similaire finalement à ce que vous auriez avec un vrai compte AWS. Vous êtes en train de déployer des choses, il y a des ressources, il y a des rôles. Est-ce que vous êtes OK pour ça, pour faire ces changements de statut IAM? Donc on va accepter parce qu'on a envie de continuer la démo. Et ça va créer du coup un déploiement. Donc ça crée les différentes ressources. Et du coup, ça a duré déploiement 10 secondes 09. Donc j'ai testé avec beaucoup plus de ressources. J'ai 25 tables DynamoDB plus 25 lambda. J'ai fait une espèce de petite minette. Et je suis à moins de 120 secondes pour envoyer tout ça dans le cloud AWS. Donc ça, c'est le bench. Et en local, je le fais en 79 secondes. Il y a un vrai rapport de gain, puisque c'est quelque chose qu'on fait de façon systématique. Et la dernière étape, c'est d'utiliser AWS local, puisque du coup, vous allez pouvoir dialoguer avec cette plateforme AWS qui est locale. Et du coup, là, j'ai demandé, c'est quoi l'ID de... Enfin, envoie-moi finalement toutes tes REST API. Il m'a dit, voilà, ma REST API, elle s'appelle comme ça. Donc là, vous pouvez couper le Wi-Fi, vous pouvez faire les tests que vous voulez, ça marche. Vous pouvez être dans le train, dans l'avion. Si vous ne faites pas un npm install qui nécessite finalement de télécharger des packages, ça marche nickel. Good? On est content? Ouais, les gens de LocalStack sont contents. Super. Troisième partie, parce que c'était ce qui nous intéressait, c'était de travailler sur cette expérience de développement. Mhm. Oui, Oui. super. Donc, du coup, à gauche, VS Code. Ici, à droite, Chrome, un navigateur bien connu, n'est-ce pas? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer dans cette partie-là, je vais faire un yarn. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, en fait, plutôt que de faire toutes ces étapes que je vous ai montrées, j'ai créé un petit script qui est dans le repo. Vous le lancez une première fois, il lance local stack, il fait un CDK, pas un CDK local, si un CDK local deploy, il déploie les ressources pour vous. Donc en fait, votre infra, elle est complètement jetable. Vous démarrez le matin, vous lancez start, et puis hop, c'est parti. Ok, il crée toutes les ressources. Vous attendez 13 secondes en tout, et au final, vous avez un truc qui est complètement exploitable, comme vous auriez fait avec un serveur Apache classique. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le front, puisqu'on a dit que le front, on ne le mettait pas dans local stack. Donc là, un petit npm run dev. Hop, là aussi, ça va vite, 1 seconde 3. Et oui, mais si on a le front, mais qu'on n'a pas le back, ça sert à rien, donc on va lancer le back. Donc le back, qu'est-ce que fait? C'est un script watch qui va builder en continu en fait vos scripts, vos JavaScript, votre TypeScript, et qui va du coup répondre et écouter sur le port qui est défini là. Parce qu'il est avec, vous savez, le bucket de hot reload, il est chargé dans le local stack. Enfin, bon, pour tout ça, c'est transparent. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit F5, ça s'est affiché ici, où on a bien la REST API qui était définie, qui a été construite. Donc ça change à chaque fois, puisque si l'infra elle est jetable, du coup vous avez un ID différent. Et on voit que lorsqu'on affiche ici, vous avez bien des gets qui sont effectués. Et ces gets, du coup, appellent localhost 4566, qui est le port sur lequel LocalStack va écouter. Et il va transmettre, en fonction de ce que vous envoyez, la requête au bon service AWS.
OK? Et donc là, du coup, bah, on teste. Donc vous pouvez rajouter des choses, des éléments, et ça va peupler la table DynamoDB locale. Est-ce qu'on est content? Il n'y en a rien mis dans AWS. Donc après, le truc, c'est que si vous avez une table DynamoDB, et j'ai fait qu'avec DynamoDB, mais on peut le faire avec RDS, MySQL, etc., bah, vous choisissez finalement ce que vous voulez utiliser. Si c'est mieux en local, vous l'utilisez. Si c'est mieux dans local stack et qui est intégré, bah, utilisez-le. J'ai fini ma démo. Je te rends la main. Ouais, mais c'est pas fini, c'est pas fini. Tu veux parler des résultats? Vas-y. Donc, c'est quoi les résultats? Bon, vous l'avez deviné, c'est beaucoup plus rapide de développer, puisque en fait, on va boucler beaucoup plus rapidement et on va trouver beaucoup plus vite les problèmes, en fait. C'est ça le vrai sujet. Euh, j'ai pas d'autres points. Je pense que c'est. Enfin, vous l'avez vu, plus vous allez tester en local, plus vous allez vous planter, plus vous allez trouver rapidement l'erreur, et il n'y aura pas d'aller-retour sur ah, mais il faut que j'ouvre la console AWS, que je trouve le service, ah, mais je suis pas dans la bonne région, et tout ça. Là, il n'y a pas tout ça. C'est beaucoup plus simple. Alors, quelques limitations quand même, parce que c'est ce qui nous bloque aujourd'hui. Euh, alors ça, c'est lié au produit local stack aujourd'hui, et c'est important aussi de comprendre ça. Il y a une partie des services qui sont forcément de la propriété intellectuelle. Donc, à moins de prendre exactement cette propriété intellectuelle et puis de la mettre dans un conteneur, je pense que c'est un petit peu compliqué. Alors, par exemple, sur du CloudWatch, vous allez avoir un comportement qui est très similaire à du CloudWatch. Sur du DynamoDB, il y a DynamoDB local qui est un produit d'AWS qui est mis à disposition en open source, donc qui a été intégré dans le conteneur. Mais vous avez d'autres choses, par exemple, RoboMaker. Il ne faut pas s'attendre à ce que RoboMaker soit dans un conteneur, soit dans votre laptop. Enfin, je veux juste, comment on dit ça, gérer les attentes de tout le monde. Le deuxième sujet, et ça c'est un point, et c'est le debug des lambda, puisqu'en fait, comme vous avez accès à local stack en CLI, il n'y a pas d'interface, vous n'avez pas de console local stack. Alors il y en a une, il y a un produit qui permet de faire ça, mais j'ai pas trouvé comment et où. Mais c'est débugger les lambda, du coup, ça se fait avec AWS Local. Vous avez en ligne de commande le résultat, l'output directement de ce qui se passe en fait, enfin de CloudWatch, donc les lignes, vraiment les lignes de log qui sont sorties. Donc ça peut être un peu rébarbatif. Et la troisième partie, et ça c'est lié plus à CloudFormation, c'est que dès lors qu'on commence à faire ça, eh ben, on se retrouve à générer vraiment beaucoup de ressources. Et comme on génère beaucoup de ressources, vous le savez peut-être, mais CloudFormation met une limite à 500 ressources par template. Et du coup, on rentre dans une galère de gérer des multi-stacks avec des nested stacks, etc. J'ai une solution pour ça aussi. Voilà, je voulais juste le dire. Mais on n'aura pas le temps, du coup, d'en parler. Moi, je voudrais juste ajouter un commentaire plus par rapport aux résultats que l'on mentionnait avant. Euh, la première fois qu'on utilise local stack, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça marche? Ok, je fais un Docker start ou un compose up pour démarrer cette VM, puis on se dit, mais en fait, c'est magique. Je lance ma stack, je vois CDK deploy qui se déroule, tout se passe bien. On commence à jouer un petit peu avec la CLI AWS local pour être plus précis. Puis là, on se rend compte qu'on retrouve exactement les mêmes objets, les mêmes propriétés, les mêmes, enfin, tout kiff quoi. Pareil. Donc, en termes d'expérience utilisateur, vous avez la même chose. Vous avez l'habitude, euh, je donne vraiment un exemple comme ça, mais vous avez l'habitude de manipuler des buckets. Vous allez faire votre ls pour voir les buckets, copier un fichier dans votre bucket, voir ce qu'il y a dedans, mais vous faites exactement de la même façon. Vous voulez faire ça, ça m'est arrivé. Je partais pour aller voir un client. Vous faites ça dans le train avec le super Wi-Fi qu'on a dans les trains. Donc vous coupez votre Wi-Fi, ça marche quoi. Vous faites votre dev quoi. Et ça, enfin, moi je trouve ça bluffant quoi. Voilà. Alors oui, il y a des limitations, mais ça aide quand même bien quoi. Voilà. Petit sondage à chaud. On continue d'investir du temps pour développer ce truc-là ou pas?
vous nous faites un petit retour, s'il vous plaît, un petit CSAT, vous savez, le petit formulaire, c'est après, petit formulaire de satisfaction, s'il vous plaît, ça serait super sympa, parce que comme ça nous permettra d'avoir de la donnée pour aller voir nos patrons et dire, eh, les gars, il y a un sujet là. Et puis si la presse vous a plu, bah, vous mettez un 6, hein, voilà. C'est 6 sur 5, c'est le principe, quoi. Voilà, on espère que ça vous a plu. Nous, ça nous a plu de le faire. Merci.